Très heureuse de vous retrouver en ce premier jour du mois de juillet. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce 13h au Bénin, le projet de préparation et de réponse à la COVID-19 au Bénin est arrivé à son terme. Financé par la Banque mondiale, il a démarré en mai 2020 et vise à accompagner le pays à toutes les étapes de la riposte. Suivez dans ce 13h au Bénin le compte rendu de l'atelier de clôture. Divers matériels médico-techniques d'une valeur estimée à plus de 230 millions ont été offerts au ministère de la Santé du Bénin par l'USAID. Un lot d'équipements qui va contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Et puis Agribiz Booster organise en faveur des petites et moyennes entreprises dans le secteur de l'agriculture un salon qui va leur permettre de montrer leurs initiatives. C'est depuis le jeudi 29 juin à Abomey-Calavi. Les détails à suivre dans cette édition. À nouveau, bonjour. Atelier de clôture du PPRC entend des projets de préparation et de riposte à la COVID-19 au Bénin. C'est un projet financé par la Banque mondiale qui a démarré en mai 2020 et qui vise à accompagner le pays à toutes les étapes de la riposte. Après 3 années de mise en œuvre, par le projet et la reddition de mise en œuvre, l'heure est à la présentation des résultats atteints par le projet et à la reddition des comptes par l'unité de témoignage de divers acteurs sur le projet, la diffusion d'un film documentaire sur la capitalisation des acquis et du PPRC et la présentation des critères de sélection des meilleurs arrondissements, communes et départements pour la vaccination contre la COVID-19. L'événement s'est déroulé mardi dernier à la salle bleue du Palais des Congrès. Voici le compte rendu de Ouliat Sanoussi et Elvis Tonoukouan. Le projet de préparation et de réponse à la COVID-19, PPRC, mis en œuvre par le Bénin depuis le 29 mai 2020, prend fin ce 30 juin après 36 mois de mise en œuvre. C'est un projet du gouvernement béninois financé par la Banque mondiale pour appuyer la riposte à la pandémie. Cet atelier de clôture vise, entre autres, à partager les résultats atteints dans la mise en œuvre du projet. C'est important pour nous d'organiser cet atelier parce que nous pensons qu'en tant qu'acteurs de mise en œuvre, c'est un moment de vous réunir, c'est un moment de vous dire merci et c'est un moment de vous gratifier aussi face aux efforts accomplis. Grâce à ce programme financé par la Banque mondiale, notre pays a pu réussir le pari de la mobilisation de ses fils et filles qui sont sortis massivement pour se faire vacciner. Avec la mobilisation de tous les acteurs, nous avons réussi le pari, ce qui a permis à notre pays d'améliorer son taux de couverture vaccinale. Le PPRC est placé sous la tutelle du secrétariat exécutif du CNLSTP, directement rattaché au ministère de la Santé. Son objectif était d'accompagner le pays à toutes les étapes de la riposte, depuis le dépistage, l'implantation des sites de prise en charge, la prise en charge des malades, la vaccination contre la COVID-19, le renforcement du système de santé, la santé communautaire et autres. Le projet a bénéficié de 3 financements additionnels de la Banque mondiale après 2 rallonges. Initialement prévu pour être clôturé le 30 novembre 2020, le projet a été finalement prorogé au 30 juillet 2023. Ces différents financements d'un montant global d'environ 52 millions de dollars ont permis d'appuyer l'acquisition, la distribution et la mise à disposition des vaccins à l'endroit de la population. Les objectifs du projet que sont appuyer le Bénin pour lui permettre de prévenir, détecter et répondre à la menace posée par la COVID-19 en vue de renforcer les systèmes nationaux de préparation de la santé publique au Bénin ont été atteints au terme de ce projet. Le projet a été exécuté à plus de 95% et la Banque mondiale se dit satisfaite au regard des résultats atteints. Ce projet a été le fruit d'une franche collaboration entre la Banque mondiale et le gouvernement du Bénin. Il faut que cet engagement continue. Et donc, mon mot de clôture va être vraiment de remercier l'ensemble des acteurs, de demander au gouvernement de continuer la capitalisation
parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre de ce projet, de continuer la capitalisation, mais avec la contribution de tous. C'est vrai qu'il y a des experts qui ont été recrutés pour cela, mais je pense qu'également, il y a encore d'autres voix qu'il faut écouter pour capitaliser, mais surtout pour pérenniser les acquis. L'atelier de clôture du projet de préparation et de réponse à la COVID-19, PPRC, s'est achevé par la remise de 6 véhicules, 20 motos, 17 trophées et 22 certificats aux acteurs qui ont le mieux contribué à l'exécution du projet. Il s'agit des meilleurs arrondissements, communes et départements, direction départementale de la santé ayant un meilleur taux de couverture vaccinale contre la COVID-19. Nous parlons toujours santé dans cette édition. Le gouvernement américain, à travers l'USAID, a procédé ce jeudi 29 juin 2023 à la remise officielle de divers matériels médico-techniques au ministère de la Santé du Bénin. C'est un lot d'équipements d'une valeur de plus de 237 millions de francs CFA qui va contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. La cérémonie de remise a eu lieu dans les locaux du ministère de la Santé. Reportage. C'est une boîte d'épisiotomie que le représentant résident de l'USAID au Bénin remet au directeur de cabinet du ministre de la Santé. C'est le geste symbolique qui marque cette nouvelle contribution du peuple américain à l'amélioration du système de santé béninois. Le don est un lot d'équipements médico-techniques qui servira à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Ces équipements permettront de faciliter les accouchements et de fournir les premiers soins de réanimation aux nouveau-nés, en particulier pendant les premières minutes critiques de leur vie. Quant au matériel de stérilisation, nous espérons qu'il contribuera à renforcer la sécurité quotidienne dans la prévention et le contrôle des infections pour les mères ainsi pour les enfants. Les matériels offerts au Bénin sont composés, entre autres, de boîtes d'accouchement, des ventouses obstétricales, des kits d'animation de nouveau-nés et des autoclaves. Ils sont destinés aux établissements sanitaires des 4 départements Ouémé, Plateau, Atakora et Alibori, concernés par le projet des services de santé intégrés ISA. La santé de la mère et de l'enfant constitue une priorité au niveau du service de la santé. En témoignent les divers investissements consentis par le gouvernement du Bénin dans ce domaine avec l'appui de ses partenaires techniques financiers. C'est à cet effet que je voudrais vous rassurer que ce don de matériel médico-technique que vous nous offrez vient à point nommé et répond aux besoins du secteur. Pour être plus précis, 253 institutions sanitaires bénéficieront de cet appui du peuple américain. Le projet en question vise le renforcement des capacités du personnel de santé, l'amélioration de la gouvernance et surtout la résilience des formations sanitaires au Bénin. Dans le département du Mono, les membres de la conférence administrative départementale se sont retrouvés la semaine dernière pour leur réunion statutaire. C'était la 2e session ordinaire au titre de cette année 2023. Une session qui, une fois encore, a été consacrée au sujet touchant la vie et le fonctionnement de ce département. On va faire le point avec Nassi Salossé et Florent Dohou. 6 points pour 2 communications. C'est la charpente de cette session ordinaire des membres de la conférence administrative départementale du Mono, la 2e au titre de cette année 2023. D'abord, le programme de filet social baptisé Bessoké, dont la mise en œuvre démarre à partir de ce mois de juillet. Le programme Bessoké recouvre des interventions à faire au cœur des communautés, notamment les pauvres extrêmes, que nous devons pouvoir accompagner en termes à travers des actions de relèvement, d'autonomisation et aussi des personnes qui sont des ménages qui sont victimes des chocs covariants. Et dans la juridiction de notre département du Mono, il s'agit essentiellement des victimes des inondations. Les inondations, oui, et parallèlement à ce programme, les dispositifs d'alerte ont été réactivés. Depuis quelques années, quand même, nous sommes restés dans une phase préventive et nous espérons, avec les dispositifs que nous allons activer dès la semaine prochaine et avec le mécanisme de surveillance au plan national, nous puissions également sortir de je ne dirais pas cette crise, mais de cette réalité que nous vivons dans le département du Mono, avec moins de dégâts
et que les années à venir, nous puissions conjuguer ces difficultés au passé. Ensuite, l'actualité de la fête de l'indépendance, célébrée à la date du 1er août chaque année dans le département du Mono. Les préparatifs ont été abordés au cours de cette réunion. Nous avons pris certains arrêtés qui ont été partagés avec les membres de la conférence administrative afin que chaque acteur puisse appréhender non seulement le comité dans lequel il doit siéger, mais également nous faire le retour sur les dispositions techniques et pratiques que chaque comité doit dérouler pour une bonne organisation de cette fête. Bien d'autres sujets, notamment la mise en œuvre du projet Souhaite dans le département du Mono et le point de la consommation des crédits délégués au deuxième trimestre de l'année 2023, ont meublé le menu de cette réunion de la CAD qui désormais se tient par trimestre. Première session au titre de l'année de la Commission thématique du numérique et de l'innovation technologique, j'y arrive, de l'Association nationale des communes du Bénin. Les assises ont été l'occasion pour les participants de jeter les bases de l'élaboration d'une stratégie à l'échelle territoriale en vue de faire face efficacement aux défis qu'impose la cybercriminalité. La rencontre a aussi permis à l'instance de faire des propositions et recommandations dont la mise en œuvre va contribuer à l'atteinte des objectifs. Plus de détails dans ce reportage de Imet Elena Mousso. La rencontre offre aux participants l'occasion de définir des mécanismes à mettre en œuvre en vue de renforcer la cybersécurité des collectivités locales. Organisée dans un contexte marqué par une lutte acharnée du gouvernement contre la cybercriminalité, les assises consacrent la première session au titre de l'année de la commission thématique en charge du numérique et de l'innovation technologique de la Fertière des communes du Bénin. Nous avons fait le point et remarqué que véritablement dans nos communes, les systèmes d'information n'existent pas. Et il faut sensibiliser les élus, les maires, les membres des conseils de supervision, les secrétaires exécutifs, les cadres des préfectures et même les préfets à les rendre sensibles à la thématique donc, de la cybersécurité. Il faut travailler à installer les responsables des systèmes d'information des communes dans leur rôle et il faut quand même arriver à trouver par commune un responsable chargé des systèmes d'information. De façon spécifique, il s'agira de sensibiliser et d'informer les membres de la commission sur la réglementation relative à la cybersécurité. Définir les mécanismes et outils à mettre en œuvre pour protéger les installations informatiques et les plateformes numériques des collectivités locales. Le thème retenu pour les échanges est formulé ainsi qu'il suit. Les collectivités locales face aux enjeux de la cybersécurité. 3 communications ont été développées. Elles ont été présentées par des experts, dont un envoyé de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Dans leurs exposés, les communicateurs se sont évertués à expliquer à l'assistance les concepts de sécurité en matière de protection des systèmes d'information. Un accent a aussi été mis sur les politiques et stratégies adoptées par l'exécutif afin de protéger les systèmes d'information des administrations publiques dont les communes font partie intégrante. À partir du moment où il y a des systèmes, des plateformes numériques qui sont mis à contribution pour délivrer un service, alors là, cela appelle l'appétit, l'intérêt des hackers, des personnes malveillantes et d'où l'importance totale de prendre des mesures pour protéger et sécuriser les systèmes d'information. Ceci soulève un certain nombre de défis qui doivent impérativement être relevés au niveau de nos administrations locales pour faire bénéficier en toute quiétude à nos populations à la base les progrès significatifs réalisés dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. La présente session nous offre donc l'occasion de jeter les bases de l'élaboration d'une stratégie à l'échelle territoriale pour faire face efficacement aux défis que nous impose la cybercriminalité. Au terme des réflexions et débats, des recommandations ont été formulées et des propositions pertinentes ont été faites. Leur mise en œuvre aidera à l'atteinte des objectifs. Éducation dans cette édition à l'Institut universitaire La Grâce, ex-Écotest Bénin, les étudiants en année de licence professionnelle ont défendu leur mémoire de fin de formation. Tout s'est déroulé selon les exigences du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Teddy Goudalo pour plus de détails. Nous avons accepté votre travail.
Tout comme cet apprenant de l'Institut universitaire La Grâce qui vient de soutenir sa licence professionnelle, plusieurs autres étudiants ont également défendu un mémoire en vue d'obtenir le même grade. Ils ont pour la plupart soutenu dans la filière transport et logistique, option sciences de gestion. Au début, c'était un peu flippant, mais après la soutenance, je crois que c'est super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Mon thème, c'était analyse de la stratégie de planification et de gestion des activités en entreprise dans du port autonome de Cotonou. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements que la société rencontre. Maintenant, à travers mon thème, ça me permet à découvrir un certain nombre de concepts. Une étape vient donc d'être franchie pour ces étudiants qui sont désormais aptes à servir dans leur domaine respectif. Tout s'est déroulé dans les règles de l'art grâce au savoir-faire des différents encadreurs. Nous avons suivi à la lettre les instructions de la DGS qui a fait le travail préliminaire et qui nous a donc envoyé, disons, les programmations avec les noms de ceux qui doivent faire partie des jurys ainsi que les noms de leur président. Donc c'est un travail qui a été suivi de très près par le ministère eux-mêmes là-bas. Donc nous, on n'a fait qu'appliquer ce qu'ils ont instruit. Nos étudiants participent régulièrement aux examens d'État organisés chaque année et ils sont toujours glorieux. Nous avons toujours de très bons résultats. Je voudrais dire quand même aux bacheliers qui vont sortir très prochainement, ou bien ceux qui sont déjà sur le terrain et qui hésitent, de ne plus hésiter, que l'université Écoutès Bénin devenue IUG est à leur disposition pour les former dans toutes les filières de gestion dont ils ont besoin. L'Institut universitaire La Grâce S. Écoutès Bénin, c'est déjà plusieurs années d'expérience grâce au dynamisme de son promoteur Félix Dansou Dossa. Plusieurs offres de formation y sont disponibles et attendent notamment les nouveaux bacheliers. Je l'annonçais en titre, de plus en plus, les petites et moyennes entreprises font leur expérience dans le secteur de l'agriculture. Cette apparition dans le domaine à divers niveaux contribue à rendre plus performante l'agriculture béninoise. Pour les rendre plus visibles encore, AgriBiz Booster organise depuis le jeudi 29 juin à Abomey-Calavi en leur faveur un salon qui va leur permettre de montrer leurs initiatives. À Siongo-Kanyan-Siongon, Henri Ganti. Le salon agricole et financier ouvre ses stands au public à l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7 d'Abomey-Calavi. À ce salon qu'organise AgriBiz Booster, des petites et moyennes entreprises exposent leurs produits essentiellement à base d'ananas et autres. Ce qui justifie la pertinence du thème, un système dynamique pour les petites et moyennes entreprises durables. L'édition du Salon Agri-Finance de l'année 2023 se donne pour ambition d'offrir aux différents dispositifs de facilitation d'accès au financement une tribune pour se faire connaître, de nouer des partenariats avec des institutions pouvant faciliter leur mise en œuvre et de les connecter aux principaux utilisateurs. Des objectifs qui sont en cohérence avec le programme d'action du gouvernement. En appui, les partenaires que sont Enabel, Coopération belge et Plan Bénin qui mettent l'accent sur les initiatives de jeunes entrepreneurs. L'objectif d'Enabel est de contribuer au développement et à l'émergence des initiatives de promotion des différentes chaînes de valeur des filières au Bénin, ce qui traduit bien la volonté de la coopération bénino-belge d'œuvrer au développement de l'agriculture au Bénin et spécifiquement dans les filières agricoles telles que l'ananas, le riz et l'anacarde. Plan international Bénin et ses partenaires ont donc pour ambition d'accompagner dans les 5 prochaines années plus de 500 000 jeunes, notamment des jeunes femmes dans la tranche d'âge de 17 à 24 ans, dans les différentes filières de développement agricole, que ce soit la filière ananas, le riz, l'aquaculture. Le salon est prévu pour durer 3 jours, au cours desquels des panels sont prévus sur différents thèmes. Financement de la petite entreprise agricole au Bénin, présentation de quelques mécanismes
et accompagnement des PME au Bénin. Après une année d'activité, les membres du cadre de réflexion et de concertation des musulmans du Mono évaluent le travail abattu sur le terrain. C'est à la faveur d'un conclave organisé par le bureau exécutif jeudi dernier, 24 heures après la célébration de la Tabaski. Les assises se sont déroulées à la mosquée centrale de Zungbonou dans la commune de Houéogbe, une occasion saisie par les membres pour se présenter les vœux du nouvel an musulman. Voici les détails avec Narcisse Alossé et Florent Dou. Se souhaiter d'abord bonne heureuse année. Les vœux du nouvel an du calendrier islamique au cœur d'un conclave de fin d'année au sein du cadre de réflexion et de concertation des musulmans du Mono. Il y a à peine un an, nous avions mis le cadre de réflexion et de concertation des musulmans du Mono sur le fonds baptismaux. Le but même de la mise en place de ce cadre, c'est d'abord se connaître davantage. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent dans le département du Mono, qui ne nous connaissent pas et que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Ce cadre de réflexion et de concertation se veut donc un creuset de brassage et surtout d'entraide entre fidèles de la religion de Mahomet. En un an, des actions ont été menées. Nous sommes allés à un village qu'on appelle Daklo, dont il y a plus de 200 personnes qui sont des musulmans, mais leur mosquée est complètement décousue et c'est le cadre qui a permis la réfection de cette mosquée. Le mercredi 28 juin 2023, jour de la Tabaski, les membres de ce cadre sont allés au chevet de leurs frères du village d'Essa dans l'arrondissement de Ouin. Nos frères musulmans de ce village-là manquaient du minimum pour pouvoir vraiment vivre cette grande fête de Tabaski. Et nous avons pu trouver un mouton, de sacs de riz, de bidons d'huile et nous sommes allés à leur rescousse. Des actions sociales qui feront l'objet d'une évaluation au cours de ce conclave de fin d'année. Les perspectives, elles, sont déjà élaborées. Dieu dit, avant de m'adorer, il faut me connaître. Et pour connaître Dieu, il faut d'abord aller à l'école coranique. Et pour que le fidèle arrive à prier, il faut qu'il connaisse les versets. Et qu'est-ce que les versets disent? Donc c'est ça nos objectifs maintenant, les différentes perspectives, comment trouver des enseignants coraniques qu'il faut mettre à la disposition de ces différents villages. Porté sur les fonds baptismaux l'année dernière, ce cadre de réflexion et de concertation regroupe les musulmans des 6 communes du département du Mono. À sa tête, un bureau exécutif que composent tous les imams de la région et quelques dignitaires de l'islam. La saison 3 du casting de talent Mon Premier Montreux Afrique a abordé ce vendredi l'étape de la demi-finale. À quelques heures de cette étape, une conférence de presse a été co-animée par l'un des organisateurs, l'un des partenaires de l'événement d'humour et le vainqueur de la saison 2. La séance s'est déroulée dans la salle de conférence de l'Institut français de Cotonou. Candide Ourinto pour les précisions. Voici le moment idéal qu'a trouvé l'équipe de Montreux Comédie pour exposer les différentes étapes durant la demi-finale et la suite du processus. Après avoir passé en revue le déroulé de la saison 2 du casting Mon Premier Montreux Afrique, le directeur partenariat GF Productions a rappelé le mécanisme de sélection des jeunes talents humoristes africains. La saison 3 qui a lieu en ce moment reprend la même mécanique et donc elle a débuté avec une phase de casting. Les candidats ont pu déposer leur candidature en ligne sur notre site internet et l'équipe de Mon Premier Montreux est allée à leur rencontre chez eux à l'occasion de 15 castings physiques qui se sont tenus dans 9 pays. Les 15 castings physiques se sont déroulés au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, en RD Congo, en Guinée-Conakry, au Cameroun, au Burkina Faso et au Congo-Brazzaville. Pour 435 candidatures reçues, l'équipe de Montreux Comédie a retenu 20 talents, dont 2 Béninois, qui vont prendre part à la demi-finale ce vendredi. Mais pour cette saison, il y a une particularité. C'est une soirée qui se tiendra le lendemain de la demi-finale et qui s'appelle le Ticket d'Or. Donc c'est une battle d'impro, une battle de joute verbale qui permet au vainqueur d'accéder directement à la finale. Ce sera le public qui choisira son vainqueur, le gagnant ou la gagnante à l'applaudimètre. Et donc ce candidat-là aura la chance de partir directement en qualification pour la finale.
À l'issue de la demi-finale qui va être effective ce vendredi, 6 artistes vont obtenir leur billet pour la finale. À ceux-ci vont s'ajouter 2 autres qui seront désignés par le public lors de la phase de vote qui va s'effectuer en ligne. Et donc les 8 heureux élus vont bénéficier de 10 jours de masterclass de haut niveau avec des artistes et des intervenants internationaux. Et ces masterclass se dérouleront à Pointe-Noire, au Congo. La grande finale se tiendra le 6 octobre à Kinshasa, en République démocratique du Congo, entre les 8 artistes finalistes. Et pendant qu'on y est, le vainqueur de la saison 2 est le Béninois Venance Chap, qui envoie quelques conseils à l'endroit des artistes demi-finalistes de la saison 3, parmi lesquels se trouvent 2 Béninois. C'est l'authenticité. L'authenticité, quand tu es authentique sur scène, quand tu ne vends pas du fou, en fait, quand tu es sur scène, il faut qu'on remarque que c'est des scènes envie de nous parler. Donc, c'est ce que moi je dis, c'est mon secret. Quand je suis sur scène, j'essaie de montrer aux gens de quoi moi je veux parler. Et si tout le monde essaie de faire ça, ça peut aller. Le grand vainqueur de ce casting de comédie va s'adjuger le bonnet jaune, synonyme de victoire, et va tenir son spectacle à Montreux Comédie Festival en Suisse le 15 novembre prochain. Mais avant, la demi-finale se tient ce vendredi 30 juin 2023 à Cotonou. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.